le RMS Titanic, un paquebot britannique de luxe qui a fait naufrage pendant son premier voyage transatlantique. Le 14 avril 1912, à environ 23h40, près de 740 km au sud de Terre-Neuve, le flanc droit du Titanic heurte un iceberg. La collision entraîne la fissure de plusieurs compartiments étanches. Malgré l'eau qui s'infiltre rapidement, le premier canot de sauvetage n'est jeté à l'eau qu'une heure plus tard. Environ les 2 tiers des passagers et de l'équipage du bateau périssent. Le naufrage du Titanic, l'une des pires tragédies maritimes de l'histoire, est encore aujourd'hui bien ancrée dans la culture populaire. Je vous propose de revivre 111 ans d'histoire. Allez, allons-y. Tout commence en 1907 lorsque deux hommes, Bruce Ismay, directeur général de l'entreprise maritime White Star Line, et Lord Perry, président du chantier naval Harland & Wolff à Belfast, décident de créer une nouvelle classe de navires plus luxueux et plus imposants pour faire concurrence à leur rival Cunard Line. Leur projet entraîne la création de la classe olympique qui contient 3 navires, l'Olympique, le Titanic et le Gigantic, plus tard nommé le Britannique. Les paquebots sont conçus pour transporter les passagers de première et de seconde classe dans un luxe inégalé. Et même les passagers de troisième classe profitent des meilleures installations que sur les autres bateaux. Le 31 mars 1909, à Belfast, débute la construction du Titanic. 3000 hommes sont nécessaires pour ce gigantesque chantier et ils doivent travailler 49 heures par semaine pour un salaire de 2 livres sterling la semaine, ce qui vaut à peu près 400 € aujourd'hui. 26 mois plus tard, soit le 31 mai 1911, le Titanic est mis à l'eau. À ce moment-là, le Titanic n'est encore qu'une coquille vide. Pendant les quelques mois qui suivent, plusieurs travaux de préparation et d'aménagement ont lieu, comme l'installation des machines de propulsion et la finition des cabines et des salles communes. Au total, la construction du Titanic coûte 1,5 million de livres sterling, soit à peu près 309 millions de dollars actuels. Le Titanic effectue ses essais dans la mer d'Irlande et le 2 avril 1912, il obtient son certificat de navigabilité par un haut représentant de la Chambre de commerce britannique. Le paquebot se dirige ensuite à 1060 km plus loin, vers Southampton, pour entamer son premier et son dernier transport de passagers. Après son arrivée dans la ville de Southampton, le Titanic passe 6 jours à recruter d'autres membres d'équipage, dont son capitaine Edward Smith. Il s'approvisionne aussi en charbon et en nourriture. Le 10 avril, 951 personnes montent à bord du navire, qui se rend ensuite à Cherbourg, en France, pour y faire monter d'autres passagers. Le Titanic atteint ensuite Queenstown, en Irlande, le 12 avril à 11h30. 2 heures plus tard, il entame ensuite son voyage vers New York. Selon les estimations les plus précises, le paquebot compte à son bord 1316 passagers, 325 en première classe, 285 en deuxième classe et 706 en troisième classe. Avec les 913 membres de l'équipage, le nombre total de personnes à bord du Titanic atteint alors les 2229 et on sait qu'il aurait pu prendre bien plus de passagers. Parmi les passagers de première classe, on trouve certaines des personnes les plus riches du monde, comme par exemple John Jacob Astor IV, qui était accompagné de sa seconde femme, ou encore le magnat de l'industrie ferroviaire Charles Melvin. Comprenez alors que ce voyage n'est pas un simple voyage, mais tout un événement. Le 14 avril, 3 jours après son départ de Queenstown, le capitaine Edward Smith reçoit 6 messages d'autres navires l'avisant de la présence d'icebergs dans la région. Mais ils ne sont pas trop s'en soucier, certainement à cause de cette rumeur qui voudrait que le Titanic soit insubmersible. Traduction, il ne peut pas couler. Mais à 23h40, le Titanic entre en collision avec un iceberg. À sa construction, le Titanic comporte 16 compartiments censés être étanches, mais qui ne le sont pas réellement, car il y a un espace dans leur partie supérieure.
Ainsi, si un compartiment s'est rempli d'eau, le surplus peut se déverser dans le suivant. Lors de l'impact, l'iceberg pèse 5 ou 6 compartiments et l'eau s'infiltre par plusieurs trous. Selon certains experts, le Titanic aurait certainement pu continuer à flotter si seulement 4 compartiments avaient été touchés, mais la rupture de 5 ou 6 d'entre eux cause la perte du navire. Au départ, la plupart des passagers ne sont pas conscients de la collision et ceux qui le sont ne s'en inquiètent pas parce qu'ils sont convaincus de 3 choses. C'est le plus gros bateau du monde et donc le plus sécurisé et il serait impossible de faire couler le paquebot. La collision avec l'iceberg est donc traitée comme un incident banal. Le Titanic est doté de 20 canaux de sauvetage, 14 canaux en bois régulier qui peuvent transporter 65 personnes chacun, 4 canaux pliables aux parois en toile qui prennent 47 personnes chacun et 2 canaux d'urgence en bois avec une capacité de 40 personnes chacun. Au total, ils peuvent transporter 1178 personnes, ce qui correspond seulement à un tiers de la capacité maximale du paquebot. Mais cela reste toutefois légal selon les normes de l'époque, qui fixent le nombre de canaux en fonction du tonnage du navire et non en fonction du nombre de passagers. Le 15 avril à 24h15, le capitaine Edward Smith lance un appel de détresse, mais il attendra 20 minutes pour ordonner le chargement des canaux de sauvetage. Le canot numéro 7, le premier à quitter le navire, est mis à l'eau à 24h40 et il ne contient seulement que 28 personnes, ce qui est beaucoup moins que sa capacité maximale. Et la même chose se répète pour les autres canaux. Aucun n'est rempli au maximum, sauf les derniers qui sont presque tous complets. Les 2 derniers canaux sont mis à l'eau à 2h15, soit à peine 5 minutes avant que ne sombre le Titanic. Si tous les canaux de sauvetage du Titanic avaient été remplis, 472 personnes de plus auraient pu être sauvées, soit toutes les femmes et les enfants, et près de 650 hommes. Toutefois, plusieurs hommes et des garçons plus âgés se voient refuser l'accès aux canaux parce que l'un des officiers a interprété l'ordre les femmes et les enfants d'abord comme les femmes et les enfants seulement. D'ailleurs, la tradition d'évacuer les femmes et les enfants d'abord débute au 19e siècle. Elle se popularise après le naufrage du navire de Sa Majesté Birkenhead le 26 février 1852. Le navire britannique compte à bord 634 soldats et quelques membres des familles des officiers lorsqu'il percute un rocher non répertorié sur la côte sud-africaine. L'eau qui s'infiltre dans l'énorme fissure dans la coque provoque rapidement la noyade de plusieurs soldats. Les survivants se réunissent sur le pont pour constater que seuls 3 canaux sont en état de naviguer. Les hommes décident alors de s'écarter pour permettre aux femmes et aux enfants de prendre place dans les canaux. Le Birkenhead se fracture et coule seulement 25 minutes après sa collision avec le rocher. Seules 193 personnes survivent au naufrage, dont toutes les femmes et les enfants. Après son départ de New York, en direction des ports de la Méditerranée, le RMS Carpathia, un paquebot de Cunard, l'entreprise concurrente de White Star Line, capte l'appel à l'aide du Titanic. Le capitaine Arthur Rostron décide immédiatement de dévier de sa trajectoire afin de se rendre sur le lieu du naufrage. Il arrive sur place 4 heures plus tard et constate que les canaux de sauvetage sont dispersés sur une grande distance. Le navire prend 4 heures et demie afin de récupérer les 713 passagers et membres d'équipage ayant survécu, soit seulement un tiers des personnes présentes sur le Titanic. Le Carpathia fait ensuite demi-tour et revient à New York. À son arrivée le 18 avril, le paquebot est accueilli par une énorme foule. Les survivants sont dirigés vers les hôpitaux et vers d'autres établissements selon leurs besoins. Les proches des victimes, les journalistes et le grand public demandent rapidement à White Star Line de récupérer les dépouilles des passagers. L'entreprise mandate alors 4 navires canadiens afin de mener à bien la mission. Au total, les navires réussissent à récupérer 328 corps. Parmi les 328 victimes, 119 reçoivent une sépulture en mer pour différentes raisons et 209 sont ramenés à Halifax, au Canada, à la demande des proches des défunts. 59 corps sont rapatriés pour un enterrement local.
Les 150 autres corps sont enterrés dans les 3 cimetières d'Halifax. 9 autres dépouilles sont immergées en mer par des navires qui les trouvent sur leur chemin. Après le naufrage, les autorités américaines et britanniques décident de mener des enquêtes, ce qui mène à plusieurs modifications dans les voyages des passagers transatlantiques. Depuis ce temps, les navires doivent posséder suffisamment de canaux de sauvetage pour accueillir toutes les personnes à bord, être équipés en matériel de survie et embaucher un équipage qualifié. Toutes les personnes à bord doivent également participer à un exercice de sauvetage. Les dispositifs de communication sans fil utilisés en tout temps sont désormais obligatoires et les communications entre les navires ont priorité sur les messages privés. Les navires sont aussi désormais obligés de contourner les champs de glace plutôt que de les traverser. La patrouille internationale des glaces est d'ailleurs fondée à la suite de cette tragédie pour prévenir les navires de la présence d'icebergs. Une expédition franco-américaine réussit à localiser l'épave du Titanic le 1er septembre 1985 à l'aide d'un submersible capable de filmer les fonds marins. Au moment de sa découverte, le Titanic est séparé en 2 parties, reposant à la verticale, à environ 600 mètres de distance l'un de l'autre, et se trouvant à une profondeur de 3840 mètres, à environ 24 km au sud-est du dernier endroit où le paquebot avait été localisé. Voilà déjà 111 ans que le navire a coulé, et pourtant, on a l'impression que le Titanic a pris vie ce jour-là. La tragédie du Titanic a fait l'objet de plusieurs films, romans, expositions et plein d'autres initiatives de divertissement ou d'éducation, comme le très célèbre film Titanic de James Cameron sorti en 1997. Et je suis sûr que tout comme moi, ce film vous a fait pleurer. Alors bien sûr, la tragédie du Titanic a soulevé beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions, et de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question. D'ailleurs, on se demande tous pourquoi le capitaine allait si vite dans une zone dangereuse. Pour ma part, je pense que aller lentement, en sécurité, et arriver en retard était un échec pour le Titanic et pour la White Star Line. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant. Merci beaucoup et à la prochaine.